Dodo a été mis dans la soute d'un bateau qui l'a amené vers l'Europe. Puis il a compris que le temps était fini, il a arrêté de manger, il a arrêté de boire. Ça, Maurice n'a jamais réussi à le faire. Maurice le pensait peut-être pas l'âge, mais il pensait tout seul, Maurice. Avant, Maurice n'avait peut-être pas un gros sac d'instructions, mais il le transmettait aux enfants. Là, on n'a plus personne pour dire le nom des plantes, le nom des animaux, dire le monde. Quand on ne dit plus le nom des arbres, les arbres, on les rase. Puis le dodo, les morts de mélancolie dans la cale du bateau. Et quand on est le dernier à penser de même, on n'a plus qu'à crever. Non! Ça, c'est insupportable. Le côté victime, le côté misérable. Non! Je suis parti de ce pays parce que je ne pouvais plus supporter ça. Je ne peux plus le supporter. J'étouffe avec ça. Parti d'un petit pays où tout le monde tourne en rond, en se disant qu'on est la victime de l'autre, la victime. Il n'y a plus que ça en plus dans le temps, la victime encore. Tout le monde se plaignait, mais on n'en faisait pas une religion. Là maintenant, tout le monde veut être une victime. Formidable d'être une victime. On donne des passe-droits d'être des victimes. Monsieur Japiot, lui, il en fait même une profession de victime. Il vit sur la bête. Et qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Japiot? C'est que tous les soirs, en plus de ça, Monsieur Japiot, il meurt en racontant l'histoire du dernier patoisant, du dernier dodo. Il se compare avec le dodo. C'est formidable, ça. Une victime qui meurt tous les soirs, à 22h30, tous les soirs, après être mouru encore une fois, il descend de scène et il renaît au bar. Formidable, ça. Formidable. Moi, je ne peux plus supporter ça. Je suis parti de la cause de ça. Et quand je reviens, je vois ma mère devant la télévision, en train de regarder des émissions de victimes. Elle est assise, et puis elle pue à cause des varices. Elle regarde la dernière émission de télé-réalité sur les victimes. Formidable. Oh, je ne sais pas, on était une émission formidable. On était une émission sur les martyrs. Les martyrs, formidable, les martyrs. Ah oui. Oui, et maintenant, mesdames et messieurs, c'est formidable ce soir. Nous allons accueillir la petite Jeanne qui arrive avec son avocat, Maître Gerbeau. Ils vont nous expliquer quelle est leur démarche. Cette formidable Jeanne qui nous vient de Domremy avec ses parents dans la salle que nous pouvons applaudir avec Maître Gerbeau. Oui, vous êtes donc en procès contre les Anglais pour leur demander combien? 200 millions d'euros de dommages et intérêts pour carbonisation abusive. C'est extraordinaire. Merci, Maître Gerbeau. C'est extraordinaire. Ça, formidable. Ah non. C'est extra, ça. On pleure tous ensemble. On baisse la tête en bon catholique. On ne la relève pas d'esprit critique, pas de prise de décision. On est de même collègue. C'est comme ça. C'est pas autrement. Trop facile de se comparer au dodo. Le dodo, il ne pouvait pas faire autrement. Vous pourriez vous battre, mais vous ne voulez pas vous battre. Qu'est-ce que tu as fait, papa, toi, pour passer le patois? Tu peux toujours te plaindre? Qu'est-ce que tu m'en as appris? Je ne peux même pas le comprendre, à peine. Qu'est-ce que tu as fait pour... tu ne continues même pas à élever des bons poulets de grains, tu vas chercher les moins chers chez Leclerc. Tu te bats? Non. Le dodo, s'il avait eu le choix, lui, il serait battu. Je suis sûr que le dodo, lui, il ne voulait pas mourir. Moi, je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, pour qu'il meure. Parce que c'est formidable. Il a des leçons à nous faire. Des leçons à nous apprendre, le dodo. Moi, je vais le prendre avec moi, le dodo. Je vais l'emmener en tournée, le dodo. Dans les salles polyvalentes, comme là, comme ce soir. Et puis, je vais lui faire parler. Parce que c'est un emblème formidable. La biodiversité, la défense des animaux menacés, des gens menacés, des graines menacées. On est passé des graines qui étaient cultivées à la maison par des paysans à des graines qui ont été confisquées par les semenciers. Alors c'est pas facile d'enchaîner après la prestation, et en même temps c'est tellement parlant au niveau de l'histoire du dodo et de Maurice, et de tout un tas de
toute une vie qui pouvait vivre dans nos campagnes, un peu partout. Et on ne peut pas parler des semences sans parler de la culture et de l'agriculture. Et je trouve que le lien entre le dodo et Maurice, il est plus que touchant. Et que si on perd les Maurice, la vie, le lien humain qui circule, on perd les semences et on perd les semences de vie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les semences, c'est difficile de se rendre compte de ça quand on est citadin et quand on n'est pas près du monde agricole. C'est difficile de se rendre compte de ça aussi quand on est agriculteur, et qu'il y a eu un espèce de glissement de logique dont on ne s'est même pas rendu compte. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les semences paysannes, c'est les semences où les agriculteurs faisaient le geste immémorial de récolter le fruit de leur travail et d'avoir la faculté de pouvoir ressemer ça pour la culture de l'année d'après, et puis de faire un travail de sélection, de choisir dans les champs ce qui correspondait le mieux à son terroir, ce qui correspondait le mieux à ce que... ça s'appelle comment la femme de Maurice? Elle n'a pas de nom. Bon, parce que la femme de Maurice appréciait bien de cuisiner, que toute sa famille appréciait. Et donc, à la ferme, on sélectionnait comme ça des semences qui allaient être complètement différentes selon les fermes, selon la nature du sol, puisqu'elles s'adaptaient au sol, selon les pratiques locales, traditionnelles, selon le plat local, etc. Il en reste un petit peu en mémoire, notamment en France, en Italie, dans certains pays comme ça. On a encore connaissance de recettes traditionnelles qui étaient faites avec le haricot tarbais, avec les mogettes, ou des choses comme ça. Mais qui sont, il faut bien le savoir, généralement plus du tout la même chose qu'elles étaient, et les cultures et les goûts se sont complètement uniformisés au même titre que la culture et l'agriculture, qui était une culture agraire. Alors l'histoire de ça, elle remonte, ce glissement s'est opéré depuis à peu près 150 ans, et son origine a lieu au niveau de la révolution industrielle, qui a commencé à mettre en œuvre une logique industrielle et économique, très très reliée d'ailleurs à la recherche scientifique, la part qu'on médiatise et à laquelle on donne des financements de la recherche scientifique, parce que je ne voudrais pas du tout mettre en question l'intérêt de la recherche analytique qui peut en avoir quand elle est au service d'une vision globale des choses, et des gentleman farmers anglais, notamment sur le blé. Je vais plus vous parler du blé parce que je suis paysan boulanger, donc je cultive plusieurs centaines de variétés de blé que je choisis, que je sélectionne, entre guillemets, pour leur aptitude à être cultivées en agroécologie, c'est-à-dire dans des terres que j'essaye de respecter le plus possible, en évitant les lacs profonds, des choses comme ça, et en n'utilisant absolument pas ni engrais ni phytosanitaires, qui sont apparus effectivement avec cette logique industrielle et scientifique, avec par exemple les découvertes de Liebig, qui avait découvert ce qu'aujourd'hui tout le monde connaît en agriculture, c'est qu'il a découvert que si on donnait de l'azote, du phosphore et de la potasse à une plante, apparemment elle poussait bien. De la même manière, si on vous met sous perfusion de protéines, de lipides, de glucides, ce qu'on apprend à l'école, dans un premier regard, on a l'impression que vous allez pousser très bien, voire même énormément. C'est-à-dire que ça produit beaucoup de matière, et produire beaucoup de matière, c'est beaucoup de valeur économique qu'on peut marchandiser comme ça. Mais le monde et les plantes ne fonctionnent pas uniquement avec de l'azote, du phosphore et de la potasse. En réalité, et puis même nos découvertes scientifiques progressives nous permettent de voir ça. Il y a une trentaine d'années, par exemple, quand on parlait des oligo-éléments et des choses comme ça, on riait au nez des gens qui en parlaient. Mais on sait aujourd'hui que sans ces choses très subtiles, et on découvre de plus en plus, le métabolisme de l'assimilation des nutriments ne peut pas se faire. En agriculture, comme dans le corps humain, c'est exactement la même chose. Donc on a adopté une vision extrêmement simpliste de la réalité, et notamment parce qu'elle était très très intéressante du point de vue économique, et que ça permettait ensuite de prendre en otage les populations et les paysans qui ont pour vocation de nourrir leur voisinage, et donc également les populations qui dépendent de ça.